Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire de cette rentrée 2021, ce webinaire plural. Aujourd'hui, on va parler impôts et plus spécifiquement défiscalisation avec deux grands experts du groupe Quintessence. J'ai la chance d'avoir avec moi Pierre-Luc Besançon, qui est notre directeur général, et également Anthony Guérin, qui est directeur associé du groupe Quintessence en Nouvelle-Aquitaine. Ils vont vous exposer toutes les solutions, en tout cas une bonne partie des solutions qui s'offrent à vous pour réduire efficacement vos impôts. Et avant de laisser la parole à nos experts, je vais juste vous rappeler les règles de bienséance pour ces webinaires. Vous avez un onglet questions à droite, si je ne me trompe pas, de votre écran, dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts et on leur posera vos questions à la fin de leur intervention pour que ça soit beaucoup plus facile à gérer, que ça soit beaucoup plus structuré et constructif. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire et je laisse donc la parole à nos deux experts pour vous donner toutes les solutions qui s'offrent à vous. Merci Mélanie, bonjour Anthony, bonjour mesdames et messieurs qui êtes avec nous ce matin pour ce webinaire spécialement dédié à la façon et les différentes méthodes existantes pour réduire votre imposition. Vous pouvez être client, vous pouvez être prospect, vous pouvez être collaboratrice et collaborateur du groupe. En tout cas, on va tâcher de passer ce matin, durant cette petite heure que l'on passe ensemble, en revue tous les dispositifs non pas existants, parce qu'on va évidemment faire un éclairage sur ceux que le groupe Quintessence maîtrise, ceux que le groupe Quintessence a décidé de sélectionner pour mettre à la disposition de nos clients, désireux de réduire vos impôts, mais aussi ceux qui ont le souhait de pouvoir cumuler d'autres avantages, d'autres leviers existants, et on va le faire à travers deux méthodes très simples. On compte parmi les différents dispositifs pour réduire son impôt des placements qu'on appelle mobiliers, qui sont des valeurs mobilières, et des placements immobiliers dont le support, comme son nom l'indique, est constitué de pierres. Anthony Guérin, directeur associé du groupe sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, je te laisse un petit peu la parole pour présenter tout cela. Et merci en tout cas d'être aussi présent ce matin pour nous accompagner dans la lecture de tous ces éléments. Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce webinaire et puis on va pouvoir attaquer directement. Effectivement, comme l'a dit Pierre-Luc, il y a deux grandes familles aujourd'hui en France pour pouvoir défiscaliser. Alors vous verrez que dans les solutions qu'on va vous présenter, il n'y a pas que des solutions de défiscalisation bien sûr et des solutions d'investissement, mais la majorité, la grande partie du webinaire va tourner autour de la défiscalisation et comment je peux actionner les leviers sur mon avis d'imposition pour pouvoir réduire et pour pouvoir placer en même temps, d'ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des mécanismes et des leviers qui sont très importants. Donc voilà, on va commencer, si vous le voulez bien, par les valeurs mobilières. Avec plaisir, Anthony. Peut-être avant cela, est-ce qu'on peut simplement donner un petit volume et une représentation aujourd'hui des niches fiscales qui sont à la disposition des personnes qui sont sans doute derrière l'écran ce matin, qui sont des contribuables particuliers français et qui se disent, aujourd'hui, je suis face à un panel de plus de 400 niches fiscales mises en place par le législateur, puisque toutes ces niches fiscales sont très clairement et très fermement engagées, encadrées, en tout cas par le législateur français, et permettent de mettre en place différentes solutions qui peuvent être cumulatives d'ailleurs. Nul besoin d'en choisir seulement une d'entre elles. On peut tout à fait cumuler les solutions de façon à finalement dessiner le véhicule le plus efficace pour aller à vos objectifs et pour solutionner vos besoins. Alors aujourd'hui, on ne répétera jamais assez ce matin, la réduction d'impôts, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, le principe, c'est de pouvoir faire analyser avec clairvoyance et avec beaucoup d'objectivité quelle est sa situation personnelle, quels sont ses objectifs. Tout le monde a des objectifs différemment posés, que ce soit des objectifs en lien avec une situation familiale, une situation patrimoniale, une situation professionnelle ou une situation évidemment personnelle. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir mettre en perspective à la fois les besoins qui sont les vôtres, les objectifs que vous vous êtes fixés, et pour cela, on va utiliser et vous mettre à disposition des véhicules d'investissement qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là en étant à la fois bien éclairés, mais surtout bien accompagnés.
C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, ce qui est important de comprendre dans la défiscalisation, tout le monde souhaiterait défiscaliser, payer moins d'impôts, hein, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, effectivement, on a 471 niches fiscales exactement en France. Donc, c'est pas rien. Il faut trouver la bonne pour soi. Et vous le verrez à la fin aussi de ce webinaire, j'en profite un petit peu parce que c'est important de le répéter, mais ça passe toujours au travers de nos clients, ça passe toujours par un audit parce que une niche fiscale peut correspondre à une situation et correspond à une situation très précise, mais aussi, comme le disait très bien Pierre-Luc, à des objectifs de vie, des changements de situation familiale, des études des enfants, tout ça. Donc, il ne faut pas se retrouver aussi avec des niches fiscales qui peuvent paraître sur le papier très intéressantes, mais qui vont vous bloquer dans l'avenir. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir trouver la niche fiscale et l'investissement qui va vous permettre vraiment d'être libre. Voilà, une défiscalisation, comme on dit, une défiscalisation réussie, elle s'oublie. Donc, par principe, il faut que ça soit naturel dans le patrimoine. Il ne faut pas que ça vienne contrebalancer des éléments importants de votre patrimoine aussi. Hein. Voilà, c'est la défiscalisation, c'est une chose très précise, mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. D'où l'importance de l'audit patrimonial pour bien comprendre les besoins, les problématiques de nos clients et en fonction de cet audit patrimonial, pouvoir justement émettre et faire des propositions à nos clients sur les niches fiscales qui vont correspondre à ce qu'ils ont besoin en fait. Voilà, au travers des questions et de l'audit qu'on aura fait. C'est le point de départ de toute relation et de bons projets qui s'étudient. Sans plus attendre, on rentre dans les deux principales familles, comme tu l'as décrit tout à l'heure, celle des placements mobiliers d'une part, celle des placements immobiliers d'autre part. En premier lieu, on va évoquer les placements mobiliers. Alors, vous êtes sans doute nombreux et nombreux à les connaître, hein, au moins de nom en tout cas, puisque parmi eux, le produit star, on va dire, est constitué par l'assurance vie. On revient dans un premier temps sur la définition d'un placement mobilier. Ces revenus mobiliers qui proviennent de valeurs mobilières que vous pouvez posséder. Alors, les actions, donc c'est des parts de capital de sociétés qui sont cotées en bourse, que ce soit sur les marchés que vous connaissez comme le CAC ou les seconds marchés. Peut être des parts de SARL, bien évidemment, donc des parts de société à responsabilité limitée, des obligations, qui là sont des titres qui sont faits à travers en fait un prêt d'argent, ça peut être des obligations d'État ou des obligations privées pour le coup, des bons de capitalisation, et le fameux placement star, hein, en tout cas le placement préféré des Français, les contrats d'assurance vie. Juste pour rappel, les contrats d'assurance vie qui ont connu, au même titre que la population mondiale, une année 2020 un petit peu avec des soubresauts, reste quand même un placement qui recueille aujourd'hui un peu plus de 1800 milliards d'euros d'épargne de nos compatriotes français. Hein. Là, on s'exprime à l'intérieur du spectre national. Donc, 1800 milliards d'euros, ça vous donne un petit peu une idée de l'appétence et de l'affection que peut représenter ce placement pour l'ensemble des contribuables privés français. Il est vrai que c'est un placement qui permet aujourd'hui de cumuler plusieurs avantages. Des avantages, on le verra dans le détail tout à l'heure, évidemment en termes de rendement, des avantages successoraux, des avantages patrimoniaux. En tout cas, il faut avoir à l'esprit que ces revenus, en tout cas de placement mobilier, ça peut être des placements à revenus fixes ou ça peut être des placements à revenus variables en fonction du support que vous aurez choisi, qui vous sera préconisé. Anthony, l'assurance vie. Eh bien, l'assurance vie, gros sujet. L'assurance vie est un élément essentiel à la gestion patrimoniale. C'est indissociable de notre métier, en fait. Hein. Comme tu le disais si bien, pour vous faire un résumé très clair de l'assurance vie, c'est pas un produit de défiscalisation en soi. C'est un produit qui va permettre d'avoir des revenus défiscalisés plus tard et qui va vraiment être intéressant de ce côté-là. Trois gros avantages de l'assurance vie. Le premier qu'on utilise énormément et dans toutes les conditions pour nos clients, c'est la transmission. Pourquoi la transmission? Parce que les contrats d'assurance vie nous permettent d'aller jusqu'à 152 500 de déduction de frais de succession par bénéficiaire. Donc, ça permet en fait d'aller placer de l'argent sans que l'État, réellement, sans que ça rentre dans l'actif successoral des gens. Alors, dans une certaine limite, bien évidemment, en fonction des plafonds et du nombre d'enfants que vous avez ou autre. D'ailleurs, mais ça nous permet vraiment de transmettre du patrimoine à moindre coût. Ça, c'est le premier gros avantage. C'est pour ça que c'est indissociable aussi de notre métier, parce que le but pour nous et les questions qu'on va se poser quand on monte un patrimoine, c'est aussi à un moment donné de le transmettre. Donc, ce sujet-là autour de l'assurance vie est essentiel. La deuxième chose, c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est la fiscalité à la sortie, parce que c'est un des placements les moins fiscalisés en France. Une fois que vous avez passé ce qu'on appelle la maturité fiscale, une fois que le placement a passé les 8 ans, on est à une maturité fiscale de contrat qui nous permet d'avoir quasiment aucune fiscalité, elle est quasi néante sur les retraits qu'on va faire
par exemple, on peut se servir aussi pour la retraite, aller chercher du complément de retraite via l'assurance vie sans se faire fiscaliser sur les mensualités qu'on va prendre tous les mois et le contrat va continuer de travailler. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a aucun placement qui permet d'avoir cet avantage fiscal-là. Tous les autres placements que vous ferez pour votre retraite ou autre viendront s'ajouter effectivement dans vos revenus et viendront augmenter votre quotité imposable. Donc ça, c'est intéressant. La troisième chose, c'est un outil de capitalisation, comme le disait Pierre-Luc. Alors, aujourd'hui, il y a différents contrats d'assurance vie. Vous en avez des multitudes. Je vais dissocier deux choses. Les assurances vie qu'on va retrouver en banque ou en assurance, qui sont des assurances vie assez dirigées, on va dire. Pourquoi ? Parce que vous avez en face les banques et les assurances qui ont aussi leur société en bourse, donc qui vont aller placer l'argent souvent dans leur société. C'est des contrats qui vont rapporter aussi de l'argent. Mais le but pour nous, en fait, en tant qu'indépendant, et ça c'est important, la notion d'indépendance dans le placement financier est très importante, parce que nous, quand on place l'argent à nos clients, on va vraiment structurer un contrat d'assurance vie en fonction des objectifs des clients, en fonction du risque des clients aussi. Parce qu'un contrat d'assurance vie, comme le disait Pierre-Luc tout à l'heure, on peut passer en actions. Donc, on peut aller sur les marchés boursiers, ce qui fait qu'on est lié aussi aux variations de ces marchés-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des produits immobiliers dans l'assurance vie. Et ça, c'est très peu connu aujourd'hui des Français. C'est très peu connu des gens qui font des placements. Et ben, les valeurs immobilières dans les contrats d'assurance vie nous permettent quand même d'avoir une régularité de rendement situés entre 3 et 4 % qui vont vraiment être une vraie capitalisation pour le client parce que, je résume, je ne vais pas faire un calcul scientifique, mais 100 000 euros placés sur 10 ans, avec un rendement à 3 ou 4 %, 10 ans plus tard, ça fait environ 140 000 euros. Donc, ça commence à vraiment apporter une plus-value au patrimoine et ça nous permet vraiment d'aller capitaliser. Pour cela, il faut effectivement choisir les bons supports. Voilà, il y a des gens qui aiment le risque, donc tant mieux, ils prennent le risque, mais on l'a connu en 2020 quand le Covid est sorti, le risque était très fort et beaucoup de gens ont perdu un peu d'argent, tous ceux qui avaient beaucoup d'actions. Par contre, ceux qui avaient des valeurs immobilières, notamment dans les contrats d'assurance vie aujourd'hui, c'est des gens qui ont continué d'avoir les rendements réguliers malgré tout ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, voilà un petit peu pour résumer le placement d'assurance vie. Pour vous expliquer en détail, ça serait trop long. J'ai essayé d'être clair et précis sur les explications. Mais retenez bien les 3 axes, la transmission de mon patrimoine à moindre frais, la fiscalité à la sortie qui est quasi néante et surtout un vrai outil de capitalisation parce qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit livret A, tous les livrets que vous avez en banque, de toute façon, ne rapportent strictement rien. Vous perdez même de l'argent dessus parce qu'un livret qui vous rapporte 0,75 avec l'inflation à 1,25, techniquement, vous perdez de l'argent. Alors que là, des contrats d'assurance vie qui tournent en moyenne entre minimum 3, 4, voire pour certains bien plus, parce qu'on a aussi des rendements d'assurance vie qui vont tourner entre 7 et 10 % avec un peu plus de risque effectivement, mais où on a une volatilité qui est quand même assez maîtrisée par les gestionnaires. Voilà. J'espère avoir été clair, Pierre-Luc, sur oui, tu l'as parfaitement été. En tout cas, on a évidemment, et je le répète pour certaines personnes qui semblent avoir une audition un peu délicate ce matin, ce webinaire sera disponible en replay, donc vous pourrez prendre le temps de réécouter toutes ces caractéristiques des placements qu'on va aborder ce matin. Et puis, au-delà du replay, on a aussi des équipes commerciales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national, représentées à travers 24 agences en région, qui sont à votre disposition si vous souhaitez bénéficier de conseils plus personnalisés pour lesquels vous aurez beaucoup plus de détails et de temps imparti. On a vu, alors je reviens un petit peu à cette présentation des placements immobiliers, on vient de voir avec beaucoup de détails l'assurance vie. Comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui est particulièrement maîtrisé par le groupe Quintessence parce que on a aujourd'hui évidemment sélectionné des opérateurs en la matière qui bénéficient à la fois d'un aura très particulier et très important, mais aussi d'une solidité à toute épreuve, de façon à ce que l'épargne de nos clients soit entre de bonnes mains et soit confiée à des sociétés qui soient pérennes. On va voir aussi de façon un petit peu plus brève les autres placements disponibles, comme par exemple les FCPI. Alors les FCPI, ce sont des fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI étant une abrégation. C'est ni plus ni moins que des actifs qui sont en fait investis dans des petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises doivent bénéficier d'un caractère innovant et doivent être non cotés. Donc là, il s'agit de collecter de l'épargne qui va bénéficier à ces entreprises et qui, quant à elles, sont déterminées d'un point de vue innovation par des organismes certifiés, et notamment évidemment agréés par l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle l'AMF très couramment. Donc ça, ce sont des dispositifs qui existent, mais qui, en l'occurrence,
ne sont pas ou très très peu pratiqués par le groupe parce que il y a un caractère volatile, dirons-nous, à l'épargne des clients qui sont placés sur ce type de support, auprès desquels on n'est pas forcément friand de pouvoir exposer nos clients et ou prospects. D'ailleurs, pour intervenir sur ce point-là, Pierre-Luc, vis-à-vis de ces deux types de placements, là où je te rejoins complètement, c'est que ça reste pour nous une niche de diversification. C'est-à-dire, quand on a mis beaucoup de choses en place et que tout est en place pour un patrimoine, on peut aller chercher pour défiscaliser encore ce type de niche. Par contre, vis-à-vis de nos clients qui viennent nous rencontrer pour les premières fois, ce n'est pas forcément les choses sur lesquelles on va aller naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on a une gestion en bon père de famille. Hein. C'est important d'avoir une gestion en bon père de famille de son patrimoine, de ne pas aller faire n'importe quoi. Et effectivement, ces placements-là sont un peu moins, on va dire, populaires, parce que c'est vraiment réservé à des gens qui veulent diversifier leur patrimoine et qui ont déjà un patrimoine assez conséquent. Voilà, c'est vraiment une solution de diversification, mais ce n'est pas une solution de défiscalisation en soi qui va être efficace pour tous les particuliers, en fait. Voilà, ça c'est important de préciser parce que c'est vraiment dans le sens de la diversification, on va aller chercher ce type de placement. Voilà. Et la notion qu'on vient d'exposer, Anthony et moi, au sujet des FCPI, est à peu près un statu quo vis-à-vis des fonds d'investissement de proximité. Donc, le FIP que vous voyez ici à l'écran, qui, là, quant à eux, sont des dispositifs d'investissement dédiés à des entreprises dans un périmètre géographique ciblé, qui, là aussi, sont sélectionnés à travers des organismes agréés par l'AMF. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit que le socle essentiel de l'épargne des Français est qu'il convient de travailler avec des structures qui sont, encore une fois, pérennes, fiables et sécurisées, puis clairement identifiées par nos soins et sélectionnées. C'est plutôt l'assurance vie, mais il y a aussi un second volet et qui va nous concerner de façon très intensive à partir de cette fin d'année, puisqu'il y a une saisonnalité parfois à certains placements, c'est le PER. Anthony, qui va constituer là aussi un produit sur lequel nous avons une demande très soutenue et qui l'est de plus en plus, plus on approche de la fin d'année parce que ce sont des périodes évidemment fiscalement qui sont très propices à ce type d'investissement. Tout à fait. On le voit aujourd'hui encore plus avec le contexte actuel et depuis quelques années où les retraites sont décalées, où il faut penser aussi à les placer pour sa retraite. Le PER, qui a remplacé effectivement le PERP à l'époque, le placement d'épargne de retraite populaire, est devenu PER aujourd'hui. La différence entre les deux, pour ceux qui ont connu le PERP, parce que c'est une précision importante, c'est que le PERP, on ne pouvait pas sortir en capital à la retraite, donc c'est un placement qui est bloqué. Alors, vous avez des clauses de sortie qui sont définies dans les contrats, mais qui sont très, très restrictives, parce que le but, c'est que vous placiez cet argent pour aller jusqu'à la retraite et d'avoir ce complément de retraite après. L'avantage du PER, c'est qu'on peut récupérer le capital à la sortie au moment de la retraite. Donc ça, c'est un très gros avantage. Donc tous nos clients qui avaient du PER ont été rappelés au moment où le PER est sorti pour leur dire, écoutez, il faudrait transférer votre contrat parce qu'on peut transférer un contrat de PERP, bien évidemment. Si vous n'êtes pas content d'une compagnie qui vous gère votre PER aujourd'hui et où vous n'avez pas assez de rendement, on peut transférer ces contrats-là. Ça, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, c'est les seuls contrats qu'on peut transférer. L'assurance vie n'est pas transférable, par exemple. Vous devez couper votre contrat pour reprendre un autre contrat si vous souhaitez changer. Donc, c'est un peu plus compliqué. En l'occurrence, le PER aujourd'hui va servir à aller se capitaliser pour la retraite, soit aller chercher de la rente plus tard, soit aller chercher un gros capital. Mais l'avantage, c'est que c'est bloqué. Donc, par définition, on a du rendement régulier, on a du placement régulier tous les ans. C'est quelque chose qu'il faut alimenter, mais on ne va pas l'alimenter n'importe comment. Pourquoi on ne va pas l'alimenter n'importe comment ? Parce que derrière, on a une défiscalisation sur ce placement. C'est-à-dire que vous pouvez déduire de vos revenus. Donc, si vous placez 10 000 euros par an sur un placement d'épargne retraite, vous pouvez les déduire de vos revenus sur votre avis d'imposition. Et ça, c'est très important parce que quelqu'un qui est sur une tranche à 30%, par exemple, qui déduit 10 000 euros de ce placement-là, donc qui enlève 10 000 euros de ses revenus sur son avis d'imposition, va faire une économie d'impôt de 3 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable parce que vous placez 10 000, mais techniquement, l'État vous rend 3 000. Et le levier qui est très intéressant avec le PER aussi, c'est de le coupler avec une assurance vie. C'est-à-dire qu'on place du PER aujourd'hui pour aller défiscaliser chaque année. Donc, nous, on fait les calculs pour nos clients. Attention, c'est très précis. Ce n'est pas approximatif. C'est-à-dire que tous nos clients qui font du PER aujourd'hui, chaque année, on leur demande les revenus qu'ils ont sur l'année. On va calculer leur fiscalité. Et en fonction de ça, s'ils ont déjà des défiscalisations ou autres, qu'elles soient immobilières, on le verra, souvent, on va venir rajouter du placement retraite. Et ce placement retraite, on va calculer la somme exacte qu'il faudrait mettre parce qu'au-delà d'une certaine somme, ça ne sert plus à grand-chose.
Donc, le but, c'est vraiment de calculer précisément tous les ans ce qu'on va pouvoir ajouter sur notre contrat. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, vous vous économisez en fonction de votre tranche marginale d'imposition, soit 11%, soit 30% d'impôt, soit 41% d'impôt, parce que pour les tranches les supérieures, 41 et ainsi de suite, c'est autant d'impôts économisés à chaque fois que vous placez 10 000 euros. C'est facile à calculer. Voilà, donc c'est un vrai placement de défiscalisation, c'est un placement que les Français aiment beaucoup, parce que les Français s'intéressent à leur retraite aujourd'hui, et c'est normal quand on voit le contexte actuel et quand on ne sait pas où on va avec les retraites, et encore pour ceux qui ont encore beaucoup d'années à travailler, on le sait encore moins. Donc c'est bien de se prémunir de la retraite, c'est un sujet qui est très essentiel et important au patrimoine aussi, parce que vraiment, on ne connaît pas ce qui va se passer dans les 20 années à venir. Donc, c'est important d'aller placer pour votre retraite. Voilà. Et la réduction d'impôt vient en direct tous les ans. Donc, c'est un gros avantage aussi. Et souvent, on va placer cette réduction d'impôt sur le contrat d'assurance vie, ce qui nous permet en fait d'avoir un placement, par exemple, à 10 000 euros. Si sur une tranche marginale à 30, ça veut dire que j'ai 3 000 euros d'économie d'impôt. Ces 3 000 euros, je suis habitué à les payer à mes impôts. Plutôt que de les payer à mes impôts, je vais aller les mettre sur un contrat d'assurance vie qui vont aussi aller travailler à 3-4%. Donc, on a des effets de levier très intéressants autour de ces deux placements-là essentiels qui sont le PER et l'assurance vie. Voilà, j'espère avoir été aussi clair, Pierre-Luc, et pour ceux qui nous écoutent surtout, concernant le placement d'épargne retraite. Après, effectivement, c'est très technique, donc on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans le détail de chacun des contrats, comment on peut les articuler et comment on peut les monter, parce qu'il y a des centaines de façons de monter un contrat en fonction des fonds qu'on va choisir, parce qu'on peut choisir tous les fonds sur le PER comme sur l'assurance vie. Alors, c'est plus limité, mais on peut choisir des fonds et on va aller structurer le contrat en fonction de l'objectif de notre client aussi. Voilà. S'il veut aller chercher de la performance, on va le structurer en fonction. S'il veut de la sécurité et de la tranquillité, on va le structurer en fonction. Donc, c'est vraiment une analyse poussée aussi de ce que veut notre client. Parce qu'un contrat d'assurance vie ou de PER, ce n'est pas juste un contrat qu'on va aller signer, il n'est pas le même partout. C'est une multitude de solutions possibles. Et c'est là où c'est important de faire appel à un expert parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'articulation de ces contrats va vous faire un placement classique et vous aurez un placement classique et forcément, vous allez le laisser gérer classiquement, mais vous ne verrez pas les effets en fait, que ça va pouvoir vous apporter, les effets bénéfiques et notamment sur le rendement. Voilà. Donc, c'est important de structurer vos contrats et de faire appel à un expert pour ça aussi. On en revient à nouveau de toute façon à ce qu'on disait en préambule et qu'on répétera à quelques reprises durant ce webinaire, c'est aujourd'hui l'importance et ce dénominateur commun qui est toujours la conciliation de vos besoins et de vos objectifs. Et aujourd'hui, on a suffisamment de flexibilité sur les supports sélectionnés pour arriver à équilibrer un objectif évoqué suffisamment tôt ou un besoin qui est clairement évoqué par nos clients et pour lequel on veut répondre dans un certain calendrier ou dans un certain délai. Tout ça, c'est important que ça soit évidemment très paramétré à votre profil fiscal et ça tient compte de tous ces éléments-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas considérer qu'une solution applicable au client A le sera forcément au client suivant. C'est souvent ce qu'on dit aux clients qui viennent en recommandation. Notre métier est fait de recommandations. On travaille aujourd'hui en ce qui nous concerne, beaucoup en recommandation et les gens nous envoient leur famille. Et souvent, j'écoute au téléphone en disant « je voudrais la même chose que mon copain, que mon cousin, que mon frère ». Et je leur rétorque souvent « non, je ne peux pas vous vendre la même chose, ce n'est pas du tout possible. On va adapter un produit à vos solutions, à vos objectifs, mais forcément, vous n'avez pas les mêmes revenus, vous n'avez pas la même situation personnelle, vous n'avez pas les mêmes prêts, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas forcément la même situation familiale. Donc, tout ça va compter dans la structuration des contrats. Voilà, et ça, c'est important. Voilà un petit peu pour les 3-4 contrats régulièrement vus et proposés sur la partie placement mobilier, sachant que vous l'avez compris à l'écoute des arguments déployés par Anthony notamment, l'assurance vie, ça répond pour le coup à une demande et à une appétence majeure de la part des Français et le PER, le plan d'épargne retraite, est aujourd'hui un dispositif qui permet de cumuler beaucoup d'avantages, qui est un petit peu plus méconnu que l'assurance vie, mais en tout cas qui mérite d'être travaillé et qui mérite d'être proposé à certains profils fiscaux. Et ça se cumule sans aucun souci. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment en fonction de ce qu'on va déceler chez notre client. Donc faut pas se dire c'est ça ou ça pour moi. Ça peut être les deux en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. Et que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec l'effet de levier des impôts du PERP, effectivement, ça nous permet d'aller sur l'assurance vie derrière. Donc c'est important de comprendre tout ça. Voilà. Et puis on en arrive alors à notre seconde grande famille, Anthony, mais c'est
et messieurs, les placements immobiliers qui constituent donc l'autre support par lequel tout contribuable français aujourd'hui peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les placements immobiliers, au même titre que les placements mobiliers, sont aujourd'hui très encadrés par le législateur, puisque ça fait partie aussi des niches fiscales que l'État français a mis à la disposition de sa population. C'est très encadré parce que, au même titre que l'AMF sur la partie placement mobilier, on a dans la partie placement immobilier l'intervention automatiquement d'un officier ministériel, qui est notamment le notaire, et qui peuvent parfois même être à deux sur une même opération, puisqu'on peut avoir le notaire des clients et en complément du notaire de l'opérateur immobilier qui propose le support immobilier, ce qui est bien souvent donc un promoteur immobilier, maître d'ouvrage, et qui réalise des logements neufs ou de la réhabilitation, on va le voir à travers les différents dispositifs qui existent, mais qui sont toujours là, sélectionnés et qui sont caractérisés par des critères d'éligibilité fixés par l'État et qui répondent donc à une demande identifiée. Aujourd'hui, l'objectif de l'État à travers la mise en place de ces niches fiscales dédiées à l'immobilier, c'est ni plus ni moins que de permettre la création, la construction, la mise à disposition de logements neufs dans la plupart du temps, et ou en tout cas bénéficiant de critères de performance énergétique et d'emplacement géographique qui répondent à une demande qui a été clairement identifiée par des niveaux d'autorités régionaux qui sont notamment les préfectures. Donc c'est important de se dire que les dispositifs de placement mobilier, quand une préconisation vous est faite, l'AMF a de toute façon posé son sceau sur le dispositif qui vous est proposé. Après, il y a encore un autre filtre de sélection par les équipes du groupe Quintessence, parce que vous l'avez compris, on ne vous proposerait pas tous les placements mobiliers existants. S'agissant des placements immobiliers, il y a évidemment le sceau de l'État, il y a l'intervention de l'officier ministériel qui est le notaire, et puis il y a une délégation régionale qui concerne la localisation géographique auquel le bien immobilier doit être forcément implanté, sans quoi on prend le risque, qui aujourd'hui n'existe plus parce que le législateur l'a encadré, mais c'est prendre le risque d'aller proposer des logements dans des zones où la demande locative n'est pas forcément au rendez-vous. Tout ça, maintenant, c'est complètement exclu des dispositifs, ce qui permet là aussi de faire des opérations dans un cadre qui soit particulièrement encadré et donc sécurisé. Alors, les placements mobiliers, ils ont plusieurs vertus, Anthony. Oui. Ils ont évidemment la vertu d'avoir, pour le coup, une vraie stabilité dans le temps, puisque on a toujours tendance à utiliser l'expression que la pierre est une valeur refuge, mais effectivement, elle l'est, et les chiffres le prouvent, y compris à travers les périodes turbulentes que le pays a traversées durant l'année 2020. On s'aperçoit que les niveaux de rendement, l'intérêt pour la pierre chez les Français reste plus que jamais très soutenu, très identifié, et plus que jamais parce qu'aujourd'hui, on se retrouve même dans une situation où il y a aujourd'hui plus de demandes que d'offres. Oui. Puisqu'on a un fort repli des mises en chantier. Les opérateurs immobiliers ont de plus en plus de mal à sortir de nouvelles opérations. Et en l'occurrence, en face, on s'aperçoit que l'appétence des Français pour ce dispositif et ce placement est toujours aussi soutenue. Donc, on a une forte tension sur les marchés. Maintenant, il appartient évidemment à des interlocuteurs et à des acteurs comme nous, comme le groupe Quintessence, qui avons pignon sur rue depuis bientôt une quinzaine d'années sur ce type de dispositif, d'amener des conseils qui soient suffisamment avisés pour vous sélectionner là aussi le support qui soit le plus pertinent en lien avec vos objectifs et vos besoins. Effectivement, ça reste la valeur refuge. On l'a encore vu l'année dernière avec les gros financiers, ceux qui avaient beaucoup d'argent en bourse, et des gros clients sont revenus vers nous avec des sommes importantes à injecter dans l'immobilier parce qu'ils avaient un peu délaissé ce côté immobilier. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas subi de crise financière. Donc forcément, on a un rebond de l'immobilier derrière. Effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans l'offre et la demande. C'est très compliqué parce qu'on a très peu de biens qui sortent avec l'effet Covid, avec le retard des matériaux, l'augmentation des prix, les permis de construire qui ne sortent pas. Mais ça reste quand même essentiel.
Parce qu'une loi de défiscalisation immobilière, comme je dis à beaucoup de mes clients, c'est 80% de gens qui en seront déçus. Pourquoi c'est 80% de gens qui en seront déçus et 20% satisfaits? Parce que 80% de gens ne sont pas accompagnés dans leur démarche. Et ça, ce n'est pas qu'un bien immobilier, en fait. Et ça, on va vous l'expliquer tout au long de ce webinaire, mais chaque loi, en fait, a sa spécificité fiscale, de montage financier et de support immobilier. Donc, il y a 3 parties très importantes qu'il va falloir maîtriser pour pouvoir mettre en place un investissement de défiscalisation. On ne met pas en place un investissement de défiscalisation dans l'immobilier simplement comme ça avec un prêt classique, par exemple. Il y a des montages spécifiques pour la défiscalisation, des prêts très spécifiques pour la défiscalisation qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas facile de les avoir, mais on arrive à les obtenir parce qu'en face de nous, on parle à des gens qui reçoivent des investisseurs. Donc, c'est important de comprendre que c'est un projet global avec beaucoup, beaucoup d'éléments derrière et ce n'est pas juste un bien immobilier. Donc, même si le bien immobilier est parfait, très beau, bon endroit, il n'y a aucun sujet, si derrière vous ne faites pas le bon montage fiscal et que vous ne faites pas le bon montage financier, l'opération ne sera pas réussie quoi qu'il arrive, malgré que vous ayez un très beau bien immobilier. Donc, il faut bien comprendre que c'est un environnement global et que ce n'est pas juste l'achat d'un bien derrière. Alors, les vertus des placements immobiliers, évidemment, la constitution de revenus complémentaires, puisque aujourd'hui, percevoir un loyer émanant d'un investissement locatif, d'un bien immobilier qu'on détient, c'est la certitude déjà de bénéficier d'un complément de revenus qui soit directement indexé sur le coût de la vie. Le coût de la vie augmente, votre loyer proportionnellement, il est de toute façon revalorisé d'année en année avec des indices qui de toute façon sont là aussi très encadrés, un indice de revalorisation des loyers. Et puis, parallèlement à cela, c'est aussi se constituer du patrimoine immobilier capitalisé et parfois, dans certains cas de figure, quand les clients en font le choix, et c'est plutôt souvent ce que l'on préconise, eh bien, cumuler tout cela, parce que ça c'est cumulatif évidemment, à l'avantage du levier du crédit. C'est-à-dire, aujourd'hui, utiliser de l'argent qui est, pour le coup, très peu cher et qui est de l'argent que l'on ne détient pas. À la différence des placements mobiliers, le placement mobilier, si vous placez 100 000 euros sur une assurance vie et que 10 ans après, avec les taux de rendement qu'on a indiqués tout à l'heure, vous en ressortez avec 140 000 euros, les 100 000 euros, il fallait quand même les avoir en mise initiale. L'immobilier est différent en cela, c'est qu'aujourd'hui, ça permet d'emprunter des sommes qui ne sont pas nécessairement disponibles, même si l'apport peut être conseillé, mais jamais dans des proportions aussi importantes que le montant total du projet. Et pour le coup, on fait travailler de l'argent que l'on ne détient pas à travers le levier du crédit, qui est couvert par des niveaux de rendement aujourd'hui suffisamment importants en matière de rendement locatif, et auquel on peut ajouter en plus un levier fiscal qui est une sorte d'accélérateur de performance à travers plusieurs lois. Alors évidemment, certaines sont très connues, d'autres sont un petit peu plus méconnues, mais en tout cas, encore une fois, elles bénéficient toutes à des dispositifs particuliers qui ont chacun leur spécificité et qui, face à cela, concernent des clients à des profils très différents. Aujourd'hui, on a des clients qui vont accéder à des dispositifs de type Pinel, qui est celui qu'on va détailler à présent, qui peuvent évidemment avoir fait l'objet de dispositifs parallèles, qui peuvent être du monument historique, du déficit foncier, du de Normandie ou encore du Loire meublé. Mais pour le coup, on s'aperçoit que le dispositif Pinel, il concerne une partie de la population avec des critères d'éligibilité qui sont très larges, puisque c'est le dispositif qui a remplacé le dispositif Duflot, précédemment nommé Cellier, et puis encore un petit peu auparavant Robien ou Borloo, pour les plus anciens d'entre nous. Aujourd'hui, le dispositif Pinel, l'objectif numéro 1 de l'État, comme je le disais tout à l'heure, c'est de créer du logement neuf, là où la demande locative est identifiée, mais permettant de mettre à la disposition d'une clientèle de locataires des logements dans des zones ciblées avec une performance énergétique qui est d'un très haut niveau. Aujourd'hui, tous les programmes immobiliers neufs ne peuvent pas être éligibles au Pinel. C'est là aussi important de se faire accompagner par des professionnels parce qu'on a des échos de clients, 80% d'entre eux sont insatisfaits, disait Anthony tout à l'heure. Oui, mais quand on décide de se faire son investissement Pinel par soi-même et qu'on ne s'assure pas des critères d'éligibilité à la fois du programme, mais aussi du locataire, puisqu'il y a aussi des dispositifs à respecter et des critères d'éligibilité du locataire, eh bien, on s'aperçoit que ça peut être une opération
un peu cauchemardesque. C'est même un des points les plus importants, hein, ce qu'on appelle la gestion de votre bien immobilier aujourd'hui. Quand on parle à des clients qui ont fait de la défiscalisation, peu importe le type de loi d'ailleurs, hein, mais qui ont voulu gérer eux-mêmes leur bien immobilier, en plus souvent c'est à distance et ainsi de suite, ça a été un enfer pour eux. Alors que quand vous prenez la bonne gestion et une bonne gestion, derrière vous avez aussi des contrats d'assurance qui vont vous protéger. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui avec les gestions, et notamment avec Etis Gestion aujourd'hui, on est capable d'aller calculer le risque de votre investissement. On sait exactement combien vous allez encaisser de loyer au maximum et au minimum tous les ans, peu importe ce qui va se passer, peu importe le nombre de changements de locataires, peu importe les dégâts qui pourraient être occasionnés, des loyers impayés. On a des contrats qui sont aujourd'hui tellement ficelés qu'on est capable d'aller calculer le risque. Quand on fait un investissement et quand on est un vrai investisseur, quand on monte des sociétés, par exemple, la première des choses qu'on va calculer, c'est le risque. C'est de savoir exactement quel est notre risque, qu'est-ce qu'on peut perdre. Effectivement, on sait ce qu'on peut gagner, ça c'est une chose, mais savoir ce qu'on peut perdre surtout, parce que c'est les vraies questions à se poser aujourd'hui. Et quand on est capable de maîtriser tout ça, effectivement, notre investissement se passe bien. Là où je rejoins Pierre-Luc, on a parlé de la loi Robien tout à l'heure, on avait les Robiens de la colère à l'époque. Pourquoi on avait les Robiens de la colère? Et aujourd'hui, on n'a plus ça dans la loi Pinel, heureusement, parce que c'est une des lois les plus encadrées de France, il faut le savoir. Aujourd'hui, les prix sont forcément maîtrisés par les banques, pas par le promoteur, parce que c'est les banques qui se portent caution des promoteurs aujourd'hui. Donc, la banque, il est hors de question que le promoteur fasse ce qu'il veut au niveau des marges, parce qu'il faut que les clients puissent rembourser leurs prêts aussi à la revente, pour pas que le banquier se retrouve en défaut de conseil. On a des secteurs qui sont très précis, très ciblés, et effectivement, on avait des clients aussi qui investissaient dans des zones, forcément, quand le village dans lequel vous investissez a 300 habitants et que vous construisez 300 logements, à un moment donné, il faut comprendre que l'offre et la demande, ça va pas bien marcher. Ce qui est le plus important dans toutes les lois que vous allez voir là maintenant, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est la valeur locative. La valeur locative, c'est l'offre et la demande. C'est combien j'ai de biens sur le marché pour combien de demandes. Si j'ai une demande très forte avec très peu de biens, c'est un marché où il faut que j'aille investir. Parce que le marché de l'immobilier, par conséquent, et c'est des lois immobilières, va naturellement monter. Inversement, si j'investis sur des lois de défiscalisation, sur des secteurs où j'ai une demande qui est celle-ci, mais une offre qui est très forte, à partir de ce moment-là, je vais me retrouver en risque sur mon investissement et c'est souvent là où on va perdre de l'argent sur les biens immobiliers. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mine de rien, aujourd'hui, avec cette loi Pinel, c'est quand même une des lois qu'on a eues depuis une dizaine d'années qui a été la plus souple, qui permet le plus de choses, en fait, qui n'est pas contraignante. Avant, on avait des lois où vous étiez engagé pendant 12 ans, 11 ans, mais avec 5 ans, 6 ans de défiscalisation. Ça, c'est un peu compliqué parce que les efforts d'épargne, la gestion financière de cet investissement n'est pas la même pendant 5 ans ou 6 ans, et puis les années d'après. Alors que là, ils ont plutôt très bien construit cette loi en se disant, vous pouvez rester 6, vous défiscaliserez pendant 6 ans, vous pouvez rester 9, vous défiscaliserez pendant 9 ans, ou vous pouvez même aller jusqu'à 12 et vous défiscaliserez pendant 12 ans. Donc ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable du tout parce que c'est une liberté pour les investisseurs de se dire, tant que je suis dans l'investissement, j'économise mon impôt, j'encaisse mon loyer, j'ai mon prêt à payer, certes, mais mon effort d'épargne est maîtrisé complètement. C'est-à-dire que je sais exactement tous les mois combien ça va me coûter. Et ça fait partie des calculs qu'on va faire. À partir du moment où on va vous présenter une loi, on va vous calculer votre effort d'épargne. C'est les choses les plus importantes à prendre en considération dans l'investissement. Voilà. Et on parlera bien sûr, et j'aimerais parler de ce détail-là, je vous en ai parlé un petit peu avant, sur les 3 objectifs d'un investissement de défiscalisation, qui est la fiscalité, le montage financier et le bien immobilier. Mais même à travers tout ça, on vient de rajouter quatrièmement la gestion. Mais au-delà de tout ça, dans tout ça, il y a aussi des petits détails qu'il faut aller chercher, que ce soit sur le prêt, que ce soit sur la gestion, sur les assurances qu'on va choisir. Il y a tout un tas de détails dans chacune des parties qu'on vient de voir qui est très importante à mettre en place. Et la partie la plus importante, évidemment, et Pierre-Luc le disait tout à l'heure, c'est la partie fiscale, parce que c'est celle pour ce pourquoi vous investissez. Donc, c'est important d'avoir l'économie d'impôt et d'être sûr que ça va bien se passer. D'où l'importance aussi d'aller faire confiance à des gens qui font ce travail en amont, d'aller sélectionner, d'aller rechercher les biens qui vont correspondre à nos investisseurs et qui vont nous permettre de vous emmener les meilleurs produits, enfin, pas les meilleurs produits parce qu'on n'a pas cette prétention-là, mais des produits qui sont dignes de la défiscalisation. Voilà. Alors, Pinel, tu l'as dit il y a quelques secondes, une flexibilité importante, puisque l'engagement du propriétaire investisseur, il porte sur une location. Donc déjà, l'acquisition d'un logement avec les critères d'éligibilité dont on vous a détaillé tout à l'heure les différentes normes, et puis 3 périodes de location, une période minimum de 6 ans, une période intermédiaire de 9 ans, et puis une période maximale de 12 ans. Et le principe est très simple, plus vous louez longtemps le logement, donc en l'état, plus vous mettez à disposition votre logement neuf avec une bonne performance énergétique dans une zone ciblée par l'État,
et ben, plus l'État vous encourage à le faire durablement et donc vous octroie une réduction d'impôt qui est de plus en plus généreuse, avec un maximum de 12 ans. Qui aujourd'hui n'est pas négligeable parce que 21% de votre montant investi, si on fait un calcul basique, sans rentrer dans le détail fiscal, on achète quand même des biens hors taxe. Oui. C'est-à-dire que l'État nous rend la TVA techniquement sur les 12 ans. Hein. Donc, c'est important de se dire que j'achète un bien, mais j'achète un bien qui est hors taxe. Et donc, quand c'est mon prix de revient techniquement. Hein. Donc, ça a quand même son pesant d'or sur la revente derrière. C'est un levier fiscal aujourd'hui, la loi Pinel, qui est extrêmement performant, il est vrai, et puis qui concerne bon nombre d'investisseurs et en plus est applicable sur, on ne va pas dire une grosse partie du territoire, parce qu'en réalité, les zonages sont relativement restreints, eu égard à toutes les zones qui en France ne sont pas éligibles au dispositif Pinel. En l'occurrence, il y a quand même pas mal de programmes que l'on propose qui permettent d'avoir l'éligibilité à dispositif. Alors, il y a un plafonnement de prix de revient au mètre carré qui est au niveau de 5 500 € par mètre carré, ce qui signifie que l'investisseur peut accéder à des logements dont le prix au mètre carré est plus important, donc dans certaines régions avec des prix relativement soutenus. Néanmoins, toutes les sommes au mètre carré qui dépassent ce plafonnement ne peuvent faire l'objet de l'avantage fiscal, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, plus concrètement, quelqu'un qui achète un bien, admettons, à 7 000 € du mètre carré, eh bien, il y a 1 500 € par mètre carré pour lesquels il ne pourra pas bénéficier de son avantage fiscal. Néanmoins, ça n'empêche pas d'être acheté. La base de calcul ne peut dépasser 300 000 €. C'est-à-dire que là, là, il faut le préciser, c'est 300 000 € par an, par foyer fiscal, dans la limite de 2 opérations. Hein. C'est-à-dire que un investisseur qui voudrait, je donne un exemple, parce qu'il a 2 enfants, acheter un appartement pour chacun de ses enfants et admettons qu'il soit sur 180 000 € unitaires, eh bien, il peut faire les 2 opérations. Cependant, il y a, vous l'avez compris, 30 000 € par appartement sur lesquels il ne pourra pas appliquer la réduction d'impôt, tout simplement. D'où l'intérêt d'étaler aussi. Parfait. Voilà, et c'est des choses qui, là, pour le coup, accompagnées d'un bon conseil, peuvent trouver un mode opératoire et un montage qui permettent d'optimiser ces montants-là, tout en permettant d'atteindre un objectif qui peut être, par exemple, donc à présent, d'organiser sa succession et sa transmission patrimoniale à chacun de ses enfants. Et de toute façon, en plus de ça, on a le temps de mettre les choses en place avec une loi comme celle-ci, parce que l'avantage de cette loi aussi, alors ça, vous allez voir, c'est très important cette notion-là. J'écoute souvent dire des promoteurs immobiliers où je vois moi-même les panneaux quand je me balade et quand je vais voir des fonciers. Dernière opportunité, venez visiter le logement, c'est des logements qui sont construits. Partez du principe qu'à partir du moment où il reste des biens dans un logement, enfin dans une résidence neuve, elle a été présentée pendant 2 ans. Il y a 2 ans de commercialisation avant que ça sorte. Donc pendant 2 ans, les programmes sont présentés. Ça veut dire que s'il reste un bien, c'est que personne n'en a voulu pendant 2 ans. Déjà, ça, c'est une notion très importante. Ça ne s'appelle pas une opportunité. Et pourquoi on a le temps? Parce que justement, notre métier à nous de conseiller, c'est de se dire, on va aller au début des commercialisations. Pourquoi au début des commercialisations? Moi, je veux le projet en amont, vraiment quand il sort, parce que c'est là où j'ai tous les biens qui vont être très intéressants. Les meilleurs biens, de toute façon, se vendent au départ. Hein. C'est comme dans tout mécanisme de vente. Les meilleures voitures partent en première. Enfin, c'est partout pareil. Et dans le logement neuf et dans le logement, c'est exactement la même chose. Quand un promoteur sort un programme, il va lancer sa commercialisation. C'est premier arrivé, premier servi. D'où l'importance d'aller sur les départs de commercialisation. Alors certes, nos clients nous disent oui, mais il faut 2 ans entre le moment où on va vraiment acquérir le bien et où on va être livré. Oui, certes, il faut 2 ans, mais c'est 2 ans de mise en place. On a les montages financiers et fiscaux qui nous permettent de tenir ces 2 ans sans aucun sujet, mais par contre, qui vous permettent surtout d'aller chercher un bien qui en vaut la peine. Voilà. Parce que c'est comme dans tout, il n'y a pas que du bon sur le marché. Quant au financement, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi l'avantage très globalement des dispositifs d'investissement immobilier, c'est qu'ils peuvent se faire à travers des financements sans apport. Oui. Alors, la période actuelle encourage quand même les établissements bancaires à prévoir et à demander une partie d'apport pour les clients de façon à ce que ça puisse répondre à des critères de ratio d'endettement, notamment qui sont de plus en plus appliqués par les établissements bancaires. Cependant, on s'aperçoit que les apports demandés restent relativement raisonnables, notamment eu égard au fait que nous sommes dans le cadre d'une loi de vente en état futur d'achèvement, ce qu'on appelle la loi VEFA,
qui est adossé à plusieurs garanties, plusieurs avantages. Alors, les garanties, elles portent déjà sur le bien en lui-même, hein, c'est-à-dire des garanties de parfait achèvement, garanties biennales, des garanties décennales. Et puis, il y a aussi l'avantage, oui, fiscal, mais il y a l'avantage, je dirais, financier, de bénéficier de taux de frais de notaire réduits. Et là, pour le coup, si la banque demain se demande l'apport en frais de notaire, ce qui peut arriver, c'est pas automatique, mais ça peut arriver, ayant en tête que les frais de notaire sur un bien neuf sont aux environs de 2,5%, ce qui signifie que sur un appartement, prenons simple, à 200 000 euros, c'est 5 000 euros. Donc, on est évidemment très loin des barèmes de frais de notaire de l'immobilier ancien qui, eux, frisent les 8%. D'où l'intérêt, ça on a beaucoup le cas. Hein. On a beaucoup de clients, c'est comme ça, qui viennent nous voir parce qu'ils veulent investir dans l'immobilier. Ils ne savent pas s'ils vont acheter un appartement classique, en droit commun ou en défiscalisation. Quand leur idée, c'est d'acheter un appartement en droit commun, et s'ils payent de l'impôt, attention, hein, c'est important d'avoir cette notion d'imposition derrière parce que c'est le levier fiscal qui nous permet de rendre intéressant l'investissement. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète son bien immobilier dans le neuf, 200 000 euros, effectivement, il y a à peu près entre 4 et 5 000 euros de frais de notaire. Derrière, j'ai 21% de remise sur la totalité de mon achat, frais de notaire inclus. Donc, je vais déduire pour faire un prix de revient classique, hein, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois, mais si j'achète mon appartement 200 000, j'ai 21% de remise d'État, j'ai très peu de frais de notaire, ce qui fait mon prix de revient. Inversement, dans l'ancien, si j'achète de l'ancien pour acheter un appartement en droit commun classique, je fais l'inverse. Certes, je vais payer moins cher parce que je suis en hors taxe, enfin, je n'ai pas de TVA sur le bien. Donc, forcément, l'État prend 20%, je vous le rappelle. Hein. Le promoteur, lui, il encaisse moins 20%. Quand vous achetez dans le droit commun, derrière, si vous faites un appartement à 150 000 auquel vous allez rajouter à peu près 750 euros par mètre carré de travaux, au minimum, allez, même minimum 500, plus des frais de notaire à 8%, ça veut dire que techniquement, votre prix de revient, il est déjà au-dessus de votre prix de revient d'achat Pinel. Et ça, c'est intéressant de le comprendre. Parce que pour des gens qui veulent investir, quand on paye de l'impôt, c'est un vrai effet de levier. Et c'est en ce sens-là qu'il faut s'y intéresser. Là où je vais faire un focus aussi, et vous allez voir, je vais vous donner un exemple très simple. Le financement sans apport, aujourd'hui, est essentiel. Pierre-Luc le disait tout à l'heure, si on veut s'enrichir, il faut aller chercher l'argent à la banque, parce que c'est les banquiers qui, depuis toujours, prêtent l'argent pour qu'on puisse, nous, s'enrichir. Déjà, plus vous ferez d'apport, et plus fiscalement, ça sera inintéressant. J'ai eu le cas un jour avec quelqu'un qui avait 300 000 euros à investir en cash, dans un investissement, il voulait mettre 300 000 euros dans l'immobilier. Très bien, on a pris sa situation. En face de moi, j'avais une banque concurrente qui lui propose d'investir 300 000 euros en cash dans la loi Pinel en lui disant « Monsieur, vous allez investir 300 000, ça va vous faire 2% par an d'économie d'impôt, donc 6 000 euros d'économie d'impôt tous les ans, et vous allez voir, c'est génial. » Moi, je lui dis « Attention, ça, c'est vrai, mais il a oublié de vous dire une chose, c'est que derrière, vous avez l'imposition sur vos loyers. Si je ne fais pas de prêt, techniquement, je n'ai pas de charge à aller imputer. Par définition, je vais me retrouver en bénéfice foncier, et on verra la notion tout à l'heure, ce qui fait que je vais payer de l'impôt sur mes loyers. Ce client, je lui ai fait le calcul de savoir combien il allait payer d'impôt sur ses loyers. Et on était à plus de 4 500 euros d'impôt sur les loyers engendrés. Ça veut dire qu'il croit économiser 6 000, mais en fait, il reprend 4 500 d'impôt derrière. Donc, il n'y a pas d'intérêt à vous démunir de votre argent, ça c'est une chose. On a aujourd'hui, encore une fois, pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce qu'on gère quand même un gros volume en millions d'euros tous les ans de financement pour nos clients. Donc forcément, on négocie avec les banques pour avoir des avantages pour nos clients. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas parce qu'on est les plus forts, c'est juste parce qu'on fait partie des grosses structures du marché qui apportent beaucoup de clients. Donc on va négocier ces montages-là et on va négocier sans apport pour que vous puissiez vous placer derrière. Pourquoi ? Parce qu'au final, si vous regardez bien, il valait mieux placer 300 000 euros en assurance vie et aller chercher 300 000 euros d'emprunt à la banque, ce qui fait que mon patrimoine passait à 600 avec une assurance décès sur mon prêt. En plus, je couvre ma famille. Alors que là, investir 300 cash dans l'immobilier, c'est de vous démunir de 300 et augmenter votre taux d'imposition. Donc, tout ça, ça a une importance capitale. Et les a priori qu'on avait de l'immobilier à l'époque de mes parents et ainsi de suite, tout ça, ça a bien changé. Hein. Il y a tellement aujourd'hui de complexité autour que, croyez-moi, ce n'est pas si simple de se dire « j'investis tant, je gagne tant ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le facial ne marche plus aujourd'hui. Il faut rentrer dans la technique. Merci pour cette précision, mais c'est évidemment très important, là aussi, de faire les bons choix et d'opter pour le bon montage financier et fiscal d'une opération. Parce que une opération qui, à l'origine, peut avoir l'avantage de réduire vos impôts. Encore une fois, ça ne doit pas être le seul objectif d'une telle opération. Non. Mais celle qui peut vous permettre de réduire votre impôt et qui
par ricochet, par la fiscalité existante sur les revenus fonciers, vous en régénère en fait in fine, on voit vite que l'intérêt d'avoir opté pour ce type entre guillemets, de montage financier, il est plus que limité. Donc là, il faut faire les choses avec clairvoyance et avec beaucoup de conseils. Voilà pour le dispositif Pinel. Pinel, juste en 2 mots, un dispositif par lequel vous achetez un bien neuf, vous vous engagez donc à le louer à partir de sa date d'achèvement pour une durée de 6, de 9 ou 12 ans. Le gouvernement, l'État français, vous octroie une réduction d'impôt en proportion de la durée de location, un plafonnement d'investissement annuel, et puis aussi, sachez-le, un plafonnement des ressources du locataire et du loyer pratiqué, sachant qu'aujourd'hui, 4 zones géographiques en France sont éligibles au dispositif. Ça représente des zones qui s'appellent A, A bis, B1 et parfois des exonérations préfectorales pour la zone B2, mais de plus en plus rares. Tout ça, évidemment, nos experts sont à votre disposition pour rentrer dans les détails si nécessaire. Un autre dispositif qui est un petit peu plus récent quant à lui et qui fonctionne d'un point de vue fiscal de la même façon que le Pinel, avec cependant une grosse différence, c'est que le support immobilier, quant à lui, dans le cadre du dispositif de Normandie, est un bien ancien qui fait l'objet de travaux, une rénovation, une réhabilitation, représentant au moins un quart, soit 25% du prix d'achat. Le ministre du nom de Normandie a rendu éligible 228 communes en France. Alors là aussi, attention, le groupe Quintessence ne fait pas le choix d'aller sur ces 228 communes parce qu'à l'intérieur de ces 228 communes, il y en a certaines sur lesquelles notre partenaire gestionnaire, administrateur de biens, n'a pas identifié une demande locative suffisante pour y conduire nos investisseurs de façon sereine et durable. En l'occurrence, on a sélectionné quelques opérations sur quelques villes, mais qui néanmoins ont l'avantage de présenter le même avantage fiscal et donc le même principe de réduction d'impôt que le dispositif Pinel, avec là aussi un engagement de location du bien pendant 6, 9 ou 12 ans, un respect des plafonnements de loyer et de ressources du locataire identique au dispositif Pinel. La vraie grosse différence, c'est que le dispositif Pinel, vous l'avez compris, c'est un projet d'achat sur plan, c'est-à-dire qu'entre le moment où on réserve le bien et le moment où on commence à en percevoir les fruits, c'est-à-dire les loyers, il peut se passer un certain nombre de mois, voire même d'années. Principe étant que le bien, il faut qu'il se construise, il faut qu'il sorte de terre par l'intermédiaire, par l'action du promoteur. Donc, ça peut mettre un certain délai. En l'occurrence, sur le dispositif de Normandie, ce sont des travaux qui sont faits dans le logement, dans les parties communes de l'immeuble qui accueille le logement. Et donc là, on est synonyme d'un délai qui est plus court. Donc, on a une entrée en rentabilité qui est plus rapide. Voilà un peu la particularité d'un point de vue calendaire entre ces deux dispositifs. L'autre particularité aussi, c'est comme souvent ce sont des immeubles en réhabilitation, on a aussi les locataires qui sont en place. Là, on le voit sur le dernier programme qu'on vient de sélectionner, on a quasiment tous les locataires dans les logements. Donc, en fait, là, c'est le promoteur qui s'arrange et ainsi de suite, mais vos locataires seront déjà en place. Donc, ça, c'est très, très avantageux de se dire que j'ai un temps de construction moindre, j'ai aussi des locataires en place souvent, le cas échéant. Là où je rejoins Pierre-Luc, c'est que à l'époque, en fait, on avait des Pinel dans les zones B2 sur des zones où il ne fallait pas investir, où nous, on déconseillait à nos clients d'investir parce qu'on n'était pas sur des valeurs locatives, des valeurs immobilières importantes, donc pas ce qu'on appelle, nous, une zone d'investissement. Là, c'est venu remplacer, c'est dans ces zones B2 aussi, c'est venu remplacer en partie pour ça, parce que l'État a arrêté de faire investir les gens et enfin, ils ont compris d'arrêter de faire investir les gens sur les zones où on manque pas de logement, parce que ça ne marche pas en fait, et ça, c'est important de le comprendre. Là, le gros avantage aussi, c'est qu'on a une clientèle, des fois, alors c'est rare parce que beaucoup de gens prônent aussi le fait d'avoir le côté écologique, environnemental et ainsi de suite, mais on a une clientèle aussi à des moments qui aime l'ancien. Voilà, là, c'est pouvoir vous permettre de défiscaliser aussi sur des cœurs de ville, dans des bâtiments anciens qui ont du cachet, qui ont du caractère, qui ont été sélectionnés par le promoteur et qui vont vous permettre d'avoir un bien, entre guillemets, qu'on pourrait appeler un peu plus patrimonial. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment une spécificité de la Normandie. Là où il faut faire attention, c'est que ça peut être reclassé par l'État. Il faut faire attention aux promoteurs qu'on va aller chercher, parce que ça, c'est très important en Normandie, encore plus qu'en Pinel, parce qu'en Pinel, ils sont tellement verrouillés avec la VFA, ils sont tellement encadrés qu'il y a très peu de sorties possibles pour un promoteur, très peu de possibilités d'échappatoire. Donc, il est ficelé par rapport au projet, il est obligé d'aller au bout. Là, en Normandie, il faut faire attention parce qu'on est sur de la réhabilitation. Donc, il faut être sûr que le montant des travaux ne soit pas réajusté au fur et à mesure du temps. Donc, il faut qu'il soit figé, il faut qu'il soit validé, définitif. Il faut être sûr de la date de livraison, s'engager vis-à-vis du promoteur sur une date définitive d'achèvement. Tout ça, c'est important parce que c'est ce qui va mettre en place votre investissement et c'est ce qui va faire que votre investissement sera réussi en Normandie. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs et on le voit, hein, de Normandie, ça sera moins régulé ça sera moins contrôlé entre guillemets que la loi Pinel. Par définition, on a des promoteurs qui vont venir et puis qui vont pas maîtriser leur promotion. Donc ça, c'est une problématique parce que vous, en tant que client, vous avez un budget travaux, vous avez fait un emprunt et puis à la fin, on va vous dire, tiens, il faut rajouter tant de travaux. C'est toutes ces choses-là sur lesquelles il faut faire très attention. Voilà. Et là où je rejoins Pierre-Luc, c'est qu'en fait, c'est une sélection qui est très fine, qui est très ciblée sur ces logements-là, sur cette loi-là, pour déjà aller sur les bonnes zones, avoir les bons produits et surtout les bons intervenants dessus. Hein, parce qu'il faut des intervenants qui sachent rénover. Hein, ça, c'est important. C'est un métier, la rénovation. Hein. On le verra après avec les autres lois. Il faut être spécialiste et il faut savoir de quoi on parle. Bien, voilà pour les précisions relatives au dispositif de Normandie. On va désormais basculer sur les dispositifs LMP, LMNP. Alors, LMP et LMNP sont là aussi des abréviations. LMP signifie loueur meublé professionnel, LMNP loueur meublé non professionnel. On est là dans le cadre de location meublée, c'est-à-dire que, à la différence du de Normandie et du Pinel, le logement n'est pas nu. Un logement nu, c'est un logement qui n'accueille pas en fait les meubles nécessaires à son occupation par ses occupants. Donc, le loueur meublé professionnel et non professionnel, il peut intervenir dans le cadre de résidences-services. Les résidences-services, ce sont des résidences qui sont soit des résidences construites à la montagne, sur des lieux de villégiature, en bord de mer. Ça peut être des résidences de tourisme à faire, ça peut être des résidences étudiantes qui accueillent donc des étudiants sur des sites propices. Ça peut être également des résidences médicalisées qui accueillent donc des personnes dépendantes ou en tout cas qui sont sous l'appellation bien souvent EHPAD. En tout cas, ça peut aussi faire l'objet de biens immobiliers indivis dans des espaces diffus. Mais les résidences-services, ce sont des résidences qui bénéficient au moins de 3 services, donc à la disposition de ses occupants. Ça peut être un accueil, ça peut être une salle de sport, ça peut être une salle commune pour les petits déjeuners, ça peut être une laverie, ça peut être ce genre de dispositif, et qui sont très souvent là aussi exploités par ce qu'on appelle des gestionnaires ou des exploitants à bail commerciaux. Alors c'est un petit peu différent. On va revenir sur l'aspect fiscalité de ce type de biens, et notamment les régimes que vous pourriez choisir, vous, en tant que particulier investisseur dans ces dispositions-là. Mais déjà, sur un périmètre un peu plus macro, on a bien souvent dans ce cadre-là, quand on est sous le cadre d'un bail commercial, on a un exploitant qui s'engage à travers un bail qu'il conclut avec l'investisseur, l'engagement de reverser un loyer défini pendant une durée définie et conclue à l'avance. Un investissement de Normandie ou un investissement Pinel, on est sur de l'appartement résidentiel, donc quelqu'un qui habite à l'année, ou en tout cas à plus de 188 jours par an, qui en fait sa résidence principale, et qui est régi par un bail d'habitation classique, ce qu'on appelle les baux d'habitation 369. Là, en l'occurrence, sur le loueur meublé, ça peut être un bail d'1 an. Sur les résidences-services, on est sur des baux qui peuvent parfois atteindre 11 ans et qui concluent et qui définissent bien à l'avance le loyer que l'exploitant doit reverser à l'investisseur à travers la contractualisation de ce bail commercial. Anthony, valable dans l'ancien, valable dans le neuf, oui, on l'a indiqué. Alors, dans l'ancien, c'est quand même bien souvent la deuxième vie d'un investissement locatif, parce que c'est peu évident quand même d'arriver à se faire conseiller sur un ancien diffus dans une opération qui, en l'occurrence, est complètement disparate ou sporadique.
Disons qu'il faut, il faut maîtriser le sujet de la location aussi, si on le fait tout seul et si on le fait en diffus. On peut le faire dans l'ancien, il n'y a pas de problème. On est là aussi pour aider les clients à faire leur montage et à leur expliquer pourquoi c'est intéressant de faire du loueur meublé. Le loueur meublé, sur la partie fiscale, a quand même des avantages non négligeables. Alors effectivement, comme le disait Pierre-Luc, on a deux types de loueurs meublés. Soit on va en résidence gérée, avec un gestionnaire derrière, soit on le fait tout seul et on va chercher un appartement classique qu'on va aller meubler et qu'on va passer en loueur meublé non professionnel. Déjà, ce ne sont pas des revenus fonciers, c'est ce qu'on appelle du BIC, donc du bénéfice industriel et commercial. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les loyers que vous pouvez encaisser sur du Pinel ou sur du de Normandie, par exemple, sur les deux précédentes, parce que là, pour le coup, on est sur du loyer pur et du revenu foncier pur. Trois possibilités en termes d'avantages fiscaux sur le loueur meublé. La première possibilité, je prends un loueur meublé et je bénéficie classique je fais un loueur meublé moi-même et je décide de prendre l'abattement forfaitaire des 50%. Si c'est un meublé classique en location pour résidence principale à l'année, soit je prends aussi, parce que je peux faire du saisonnier, et dans ce cas-là, je prends l'abattement des 71% si ma commune me le permet, si mon lieu de villégiature est là où mon investissement et me le permet de faire du saisonnier, j'ai un abattement de 71% sur mes revenus. Donc, c'est pas mal, c'est même très intéressant pour le saisonnier. Bon, par contre, ça reste de la gestion derrière, hein. Il faut aimer le faire, il faut vouloir le faire, parce que si vous prenez une gestion en saisonnier, pour le coup, les rentabilités s'effondrent parce que c'est des coûts de gestion très forts. De l'autre côté, on va pas forcément aller sur les abattements forfaitaires parce que vous allez voir que soit j'achète un loueur meublé et on va vous conseiller souvent de l'acheter en service parce qu'effectivement, on a des beaux commerciaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de gérer vos loyers, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir si les loyers vont rentrer ou pas rentrer. Le gestionnaire doit vous reverser les loyers par trimestre. C'est comme ça que ça se passe. Comme le dit Pierre-Luc, ce sont des beaux commerciaux, donc on peut pas les casser comme ça, on ne peut pas revenir dessus. C'est soumis à des pénalités, c'est soumis à interprétation aussi en fonction des gestionnaires. Mais l'avantage, c'est que vous avez un loyer qui va tomber tous les mois net et vous n'avez pas de questions à vous poser. Nous, on va les déclarer souvent sous deux façons. Soit le Censi Bouvard, parce que mon client paye une petite somme d'impôt, souvent c'est moins de 2 000 € tous les ans, et il veut investir dans l'immobilier. Donc, c'est un des moyens très efficaces de se dire, j'encaisse des loyers, j'investis dans l'immobilier, je fais mon patrimoine, je monte mon patrimoine, mais en plus de ça, je peux défiscaliser avec l'amendement Censi Bouvard. Donc, ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne veulent pas défiscaliser avec ce bien, on va aller chercher ce qu'on appelle de la rente. Et de la rente non fiscalisée. Pourquoi non fiscalisée? C'est-à-dire qu'on est capable quasiment d'abattre la fiscalité des loyers et du bénéfice industriel et commercial des loueurs meublés. Dans le sens où on a un deuxième choix qui est l'amortissement comptable des biens. Très peu de gens le connaissent. Mais pour résumer, j'achète un bien de 250 000 €. J'ai le droit de l'amortir sur 25 ans ou 30 ans. Alors, pas en dessous, parce que l'administration fiscale n'aime pas, et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça fait des grosses charges à défalquer. Donc, forcément, ce n'est pas ce que veut l'État. Donc, on a le droit d'amortir notre bien sur 25 ou 30 ans. L'avantage de l'amortissement, c'est que j'ai acheté mon bien de 250 000, c'est comme une imprimante dans une société. Et ces 250 000, je vais les diviser par 25 années, soit 10 000 € par an de charges, que je vais pouvoir imputer en tant que charge fictive à mes revenus. Donc, si j'encaisse 10 000 € de loyer, et que j'ai cet amortissement à 10 000, techniquement, mon bénéfice industriel est nul. Donc, je n'ai pas de fiscalité sur ce bénéfice industriel et commercial. Et ça, c'est le gros avantage. On voit les gens qui veulent investir dans l'immobilier en cash, ceux qui ont de l'argent à investir et qui veulent payer comptant parce que soit ça ne passe pas financièrement, parce que le prêt ne passe pas encore plus en ce moment, soit parce que là, je ne le permets pas, mais ils veulent diversifier leur patrimoine parce qu'ils ont tout en financier. Dans ce cas-là, on fait acheter cash le bien et on va aller à l'amortir sur 25 ans, ce qui fait qu'on va avoir de la rente nette non fiscalisée. Donc ça, c'est très intéressant aussi et c'est ce qu'on appelle l'amortissement comptable des biens. Donc, pour résumer, trois façons de déclarer un loueur meublé. Soit je décide de prendre l'abattement forfaitaire à 50%, soit je décide de prendre l'amendement Censi Bouvard pour pouvoir avoir une économie d'impôt qui me revient, soit je décide de prendre l'amortissement comptable des biens pour ne pas être fiscalisé sur les loyers, techniquement. Parfait, merci pour cela, Anthony. Ça, c'est plutôt très technique, hein. Il convient évidemment pour celles et ceux qui seraient intéressés de prévoir un rendez-vous pour rentrer dans le détail parce qu'il y a du levier fiscal, il y a du levier financier et puis ça tient aussi compte de votre situation passée, comme vous l'avez compris. Tout à fait. Et juste pour finir, c'est un des outils de transmission très efficace aussi. Pourquoi ?
Parce que en fait, la différence entre loueur meublé non professionnel et professionnel, il y a une frontière entre les deux. En fait, vous ne choisissez pas l'un ou l'autre. En fait, c'est un statut qui devient naturellement, vous passez naturellement professionnel. Dans le sens où on va investir pendant des années sur du loueur meublé, on va en constituer peut-être 3, 4, 5. À un moment donné, lorsque mes revenus vont dépasser 23 000 euros par an et seront supérieurs à plus de 50% de mes revenus de salaire, je passe en loueur meublé professionnel. Le gros avantage, c'est que si j'en ai une dizaine, même 5, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser le pack du trail pour transmettre à mes enfants et bénéficier d'un abattement de 75% de la valeur immobilière de l'ensemble de mon parc. Ce qui est considérable en fait. Donc ça vous permet, et souvent les gros investisseurs le font comme ça, montent beaucoup de loueurs meublés, non professionnels pour passer professionnels et utiliser le pack du trail pour pouvoir derrière transmettre à leurs enfants. Mais sachez que même en loueur meublé non professionnel, si vous en avez qu'un et que vous utilisez l'amortissement comptable, si vous décédez et que ce bien revient à vos enfants peuvent repartir à zéro sur l'amortissement comptable. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que vous transmettez à vos enfants un bien qui va leur apporter une rente nette à vie, au moins pendant 25-30 ans, parce qu'ils vont repartir à zéro sur la valeur d'amortissement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est de l'immobilier de rente et de transmission. Voilà. Ça, c'était juste pour apporter une petite précision pour finir, parce que c'est essentiel d'en parler aussi de cette transmission et de cette succession. Elle est fondamentale, effectivement. Alors là, les dispositifs Malraux, monuments historiques, là, c'est des dispositifs qui reposent aussi sur des supports immobiliers dont l'objectif principal est la restauration de l'immobilier ancien. Alors là, ce sont vous le voyez, hein, les quelques chiffres que vous avez à l'écran parlent d'eux-mêmes, ce sont des dispositifs dont les leviers de défiscalisation sont extrêmement forts, plutôt très puissants, qui sont forcément adossés à des ensembles immobiliers qui sont sur des zonages géographiques très ciblés, parce que là aussi, il y a des critères d'éligibilité à la fois pour l'immeuble, mais aussi, dans certains cas de figure, pour les artisans qui sont susceptibles d'intervenir dans les lieux pour procéder à la restauration de ces biens. Ce sont souvent des biens immobiliers qui peuvent être classés et en tout cas qui, naturellement, doivent faire l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation digne de ce nom, de façon à ce que l'immobilier puisse rester d'une aussi grande et belle qualité durant toutes ces années de vie, y compris une fois qu'il est mis à la disposition d'investisseurs qui, pour eux, investissent sur un bien immobilier dont le niveau de prestation est quasi neuf. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont utilisés par une catégorie d'investisseurs plus restreinte quand même que les dispositifs qu'on a abordés jusqu'alors, parce que, vous le voyez, on est sur des niveaux de prix, des niveaux de leviers fiscaux qui sont extrêmement importants et qui, par définition, concernent un périmètre de clientèle un petit peu plus restreint. Ça n'empêche pas, cependant, le groupe Quintessence de sélectionner des opérateurs, là aussi, de renom, qui se font bien souvent accompagner par des cabinets d'avocats qui procèdent au montage immobilier et donc à toute l'ingénierie, je dirais, immobilière opérationnelle du projet, de façon à ce que là aussi, on puisse avoir la certitude que nous sommes en train d'accompagner nos clients auprès d'un opérateur et sur un support d'investissement qui est parfaitement cadré par le dispositif légal. Ça, c'est important de l'avoir en tête, aussi bien pour le Malraux que pour le monument historique d'ailleurs. Après, je crois que l'essentielle différence, elle porte sur un aspect successoral et puis sur, disons, la durée de détention du bien. Et cela, vous l'avez compris jusqu'alors, la durée de détention du bien, elle est souvent déterminante du montant de la réduction d'impôt dont vous pouvez bénéficier, puisque là encore, c'est dans l'objectif de l'État de créer du logement, dans des zones où il en manque. Et donc, de fait, en vous encourageant à mettre votre bien immobilier sur le marché de la location sur des durées longues, bien forcément, plus c'est durable et plus l'avantage fiscal est incitatif pour le compte de l'investisseur. Anthony, souhaites-tu rajouter quelque chose sur ces deux dispositifs qui sont là aussi un régal à travailler, mais au combien technique? Ça reste des très, très beaux produits, effectivement. On est dans des châteaux, on est dans des anciens hôtels, on est dans des bâtisses qui ont une histoire et j'aime cette histoire de bâtiment. Donc oui, c'est des lois que j'affectionne et que je regarde de près et qu'on suit beaucoup. Effectivement, ça reste une niche parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont capables d'aller vous proposer du Malraux, du monument historique.
on les connaît, ils sont ciblés, on travaille avec eux depuis des années. Il y en a vraiment 3 ou 4 sur le marché français sur qui on peut avoir confiance, parce que c'est toujours pareil, hein, il faut garantir les travaux, il faut garantir la livraison, il faut tout garantir. Et pour ça, Pierre-Luc le disait très bien, ces acteurs-là, ces équipes d'avocats, ces équipes de spécialistes, pour monter les projets fiscaux et patrimoniaux de nos clients. On est sur des très, très beaux monuments en général. C'est plutôt des investissements patrimoniaux, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des biens de garde. Voilà, c'est des biens à transmettre, c'est de la vieille pierre, c'est des vieux bâtiments. Donc, ce n'est pas forcément des choses, si vous souhaitez acheter ça pour les revendre en espérant faire une plus-value, ce n'est pas tout à fait la philosophie de cet investissement. Par contre, à la différence de tout ce que vous avez vu avant, c'est ce qu'on appelle des lois qui sont hors niche fiscale. Je m'explique. Tout ce qu'on a vu avant, chaque imposition et chaque foyer français ne peut pas défiscaliser plus de 10 000 euros tous les ans sur son foyer fiscal. Ça, c'est important de le comprendre. Sauf pour ces lois-là. C'est-à-dire qu'ici, je peux payer 50, 100 000 euros d'impôts par an. On peut aller chercher un bien qui vous enlève 50 à 100 000 euros d'impôts sur les 3-4 prochaines années. Il n'y a pas de limite. Et ça vient vraiment en complément de tout ce qu'on peut faire. Donc souvent, on utilise, pour ceux qui payent beaucoup, beaucoup d'impôts, hein, c'est sur les grosses impositions, on va déjà aller faire des investissements classiques, soit du de Normandie, soit du Pinel, pour aller chercher les niches fiscales, ou un complément PER, par exemple. Ce n'est pas souvent efficace pour ces niches-là. Mais par contre, on va aller chercher la niche fiscale, et après, on va emmener ce type d'investissement pour aller défiscaliser tout le reste, en fait. Donc ça, c'est important d'apporter cette précision, parce que on n'est pas bloqué avec cette loi. On peut faire on peut économiser énormément d'impôts avec ce type d'investissement. Voilà. Par contre, ça reste des biens de garde. Ça, c'est une évidence. Voilà. Mais tu avais déjà très bien détaillé, Pierre-Luc. Donc, bien. C'était juste pour la petite précision. Alors, on y revient, mais on l'a beaucoup dit, hein. Les points importants à retenir de cette grosse heure passée ensemble et globalement des dispositifs qui existent et qui sont à la disposition du contribuable français. L'essentiel, c'est quand même de choisir et d'opter pour une niche fiscale qui soit adaptée à ses besoins, à ses objectifs. On a beaucoup parlé du mot objectif, à ses problématiques, bref, à sa situation qui est de toute façon qui nous est propre. Aucune situation n'est comparable parce que interagissent dans ces principes d'investissement des caractéristiques personnelles, professionnelles, familiales, patrimoniales, successorales, des termes évidemment essentiels lorsqu'il s'agit de concevoir et de choisir le support pour lequel on va décider d'investir. Mais en tout cas, la réduction d'impôt qui, à notre sens, est un accélérateur de performance et quelque chose qui vient bonifier le rendement de votre opération, ne doit en aucun cas constituer l'objectif prioritaire. Ça reste un moyen supplémentaire d'atteindre l'objectif parce qu'on le voit, ça permet de gagner en rentabilité, de bonifier son rendement. Mais en tout cas, la priorité, la numéro 1, c'est certainement pas la réduction d'impôt. C'est la constitution de patrimoine, la capitalisation, c'est de l'épargne, c'est la constitution d'un complément de revenus, une facilité de transmission, prévoir sa succession, etc. Mais la réduction d'impôt, vous verrez qu'à partir du moment où l'opération elle est bien calibrée, elle est bien adaptée, de toute façon, la réduction d'impôt, elle vient sublimer tout ça. Donc, elle interviendra. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que, à vouloir faire trop de focus sur la réduction d'impôt, on pourrait en oublier, voire même faire cela au détriment des autres critères essentiels et qu'on a suffisamment cités ce matin pour que ça puisse résonner dans vos esprits, qui sont évidemment multiples et très nombreux, et notamment cette notion d'objectif et de besoin. Et j'insiste d'ailleurs en parlant de ça, pardon, sur la notion d'indépendance de notre groupe. Vous savez, quand on est en concurrence, quand j'ai un confrère en face de moi qui fait le même métier que moi et qui a tous les produits qui peuvent exister en gestion patrimoniale, structurée, ainsi de suite, pour pouvoir apporter la solution au client, je suis bien parce que je suis en concurrence avec un confrère qui parle le même langage que moi. Et ça, c'est important. Tout ce que je veux dire à ceux qui nous regardent ou ceux qui vont regarder le replay plus tard et aux particuliers qui nous ont écoutés ce matin, c'est de se dire que si vous voulez un conseil avéré, il faut aller vers des gens qui n'ont pas d'intérêt économique à guider votre argent à des endroits plutôt qu'à d'autres. C'est-à-dire que vous avez en face de vous souvent
si j'appelle pas ça des confrères d'ailleurs, soit des vendeurs de Pinel, soit des vendeurs d'assurance vie, et ainsi de suite, ils sont monoproduits. Le problème, c'est que par définition, c'est pas que leur produit est mauvais, bien au contraire, ça se trouve, ils ont des produits encore mieux que nous, il n'y a aucun sujet. Par contre, ils sont monoproduits, donc leur objectif, ça va être de vendre le produit. En l'occurrence, chez nous, et ça c'est important, et c'est comme ça que nos consultants et consultantes de France donnent le conseil à nos clients, c'est que nous, que ce soit de l'assurance vie, que ce soit du PER, que ce soit de la loi Pinel, de Normandie, enfin, peu importe ce qu'il y a à faire, on va être capable de le mettre en place. Donc moi, le but, c'est pas de répondre à mon intérêt économique et personnel, mais bien de répondre à l'intérêt économique et personnel de mon client, parce que plus je vais m'intéresser à mon client et plus je vais lui apporter les solutions nécessaires, plus je vais travailler avec lui dans le temps. Et on va aller jusqu'à la transmission, succession, et on le voit même nous avec nos plus anciens clients, avec ceux qu'on a depuis longue date. Aujourd'hui, on voit les enfants en études, les enfants commencent à travailler, commencent à placer de l'argent chez nous, et c'est cette notion d'indépendance qui est importante, qui apporte un vrai conseil. J'insiste là-dessus, parce que quand on se retrouve, nous, face à des clients qui ne nous connaissent pas ou qui sont pas venus en recommandation, en fait, qui nous ont connus par les biais des webinars, par Internet, gagner la confiance de ce client-là, c'est compliqué. Mais par contre, ce que nos clients doivent comprendre et aux futurs prospects, c'est de se dire que chez nous, on est complètement indépendant. Donc, on va aller sélectionner la solution en fonction de vos objectifs et pas en fonction de nos rémunérations. Ça, c'est très important. Voilà. Merci, Anthony, pour cette complétude. Et on en vient à notre dernier item. Et j'ai vu que certains avaient déjà posé des questions en parallèle. Je vois les questions, Mélanie, d'ailleurs, parce que je vois des choses, des cœurs arriver, des pouces. Non, il y a eu des petites questions, effectivement. Merci, messieurs, en tout cas, pour cette présentation qui était très claire et très complète. Alors, j'ai isolé des questions sur les placements mobiliers, les placements immobiliers, pour pouvoir structurer un peu nos réponses. Alors, pour les placements mobiliers, on a des questions sur le PER. On nous demande si le placement PER et PERP sont indiqués automatiquement sur la déclaration d'impôt via les informations transmises, ou est-ce qu'il y a une démarche à faire particulière par Tout à fait. le particulier, en fait. Tout à fait. Sur votre avis d'imposition, notamment et souvent en dernière page de cet avis d'imposition, vous avez les plafonds que vous pouvez utiliser en termes de placement pair depuis les dernières années, et vous avez un plafond cumulé. Donc, si vous n'en avez jamais fait, vous avez une somme à la fin des lignes, vous allez voir, sur les 4-5 dernières années. Vous avez une somme globale, c'est le placement que vous pouvez effectuer, parce que bien évidemment, c'est limité. C'est pas comme... Oui, il y a un plafond. Tout à fait, il y a un plafond. Et effectivement, vous le retrouvez sur votre avis d'imposition, et vous verrez un somme disponible en paire, non utilisé, et vous allez retrouver ce montant-là sur votre avis d'imposition. Très bien. Et on nous demande aussi si on peut utiliser sur les PER les plafonds non utilisés depuis 3 ans, comme sur le PERP. Oui, c'est la même chose. D'accord. Absolument. Très bien. Et on a aussi eu des petites questions sur la loi Pinel. On nous demande aussi si les loyers Pinel sont revalorisés tous les ans, au même titre que les loyers habituels. Oui, c'est dans le droit de l'investisseur de revaloriser ses loyers comme un droit commun de l'immobilier ancien. Cependant, ça ne se fait pas tout seul, là, pour le coup. Donc, c'est là qu'il est important de faire appel et de se faire accompagner par un administrateur de biens, parce que, en fait, il y a deux dates qui permettent, enfin, 2 éléments qui permettent de revaloriser un loyer. C'est la date anniversaire du bail, ou 2, une date sur laquelle locataire et bailleur tombent d'accord. Bon, généralement, ça arrive peu souvent quand même, une date à laquelle le locataire est d'accord pour faire reviser son loyer à la hausse. Donc, on table bien souvent sur la date anniversaire du bail. Mais encore faut-il avoir connaissance de la formule à employer. Alors, c'est une règle de 3, mais il y a des indices qui paraissent trimestriellement et qui déterminent le montant de loyer fixé au moment de la contractualisation du bail. Et puis ensuite, il faut se référer aux indices qui sont publiés chaque trimestre pour revaloriser le loyer de son bien immobilier. Le mieux, c'est quand même un administrateur de biens, il le fait pour vous, et de façon à ce que le locataire puisse être avisé de cette révision de loyer dans le bon timing, parce que la date anniversaire, faut quand même la surveiller, et puis ensuite appliquer la bonne méthode de calcul pour que votre loyer se revalorise d'année en année. Ce qui est essentiel, parce qu'on l'a vu chez certains clients qui ont des biens depuis des années en disant mon locataire est gentil, je ne vais pas lui augmenter le loyer. Oui, mais madame, il paye 700 € pour un T3 dans Paris, donc à un moment donné, c'est vous qui perdez de l'argent. Voilà, c'est bien de comprendre le locataire, c'est bien d'être gentil avec lui, il n'y a aucun sujet. Si on peut s'entendre, c'est tant mieux. Mais il faut aussi penser à ses finances et de se dire que la revalorisation avec un gestionnaire de biens
elle est naturelle. Voilà. Et oui, puis elle est de toute façon encadrée par la loi, donc pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça. Tout à fait. Et on nous demande aussi si on peut faire de l'investissement démembré en Pinel. Non. Non, pas en Pinel. Si vous optez pour un investissement démembré, alors un démembrement, puisque c'est de ça dont il s'agit, juste pour rappeler un petit peu cette notion aux personnes qui sont derrière l'écran ce matin. En fait, en immobilier, il est possible de séparer les différentes parties de la propriété. Et ça s'appelle le démembrement. Alors, il y a d'une part l'usufruit, donc usus fructus. Donc, usus, c'est l'usage. Fructus, c'est les fruits. Donc, ça veut dire que l'usufruitier, il occupe le logement où il perçoit les loyers. Et de l'autre côté de l'usufruit, il y a la nue propriété. Et la nue propriété, eh bien, en fait, son détenteur, il a les actes de disposition, ce qu'on appelle. Donc, le démembrement, c'est possible en immobilier. Par contre, ça n'est pas compatible avec un dispositif fiscal comme la loi Pinel. Quand bien même, on voudrait le faire en SCI, parce que souvent, il y a des investisseurs qui réagissent et qui ont le réflexe de dire « Oui, mais si je fais une SCI à ce moment-là, non ». Sachez que le législateur, il a encadré tout cela. D'ailleurs, un petit peu après le lancement de la loi Pinel, parce que le cas de figure s'est sans doute présenté à de nombreuses reprises, le démembrement n'est pas compatible avec l'avantage fiscal de type Pinel. Mais vous pouvez faire de l'investissement en démembrement, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Il existe des produits de démembrement qui sont très sympathiques d'ailleurs en termes de rentabilité. En rentabilité, oui. Est-ce que ce sont les seules questions, Mélanie ? Oui, effectivement. Mais de toute façon, n'hésitez pas. Hein, je vous ai mis à plusieurs reprises un lien pour demander à être contacté par un de nos experts si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard dans la journée, dans les semaines à venir. Vous avez le lien pour demander à être contacté. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a à cœur aussi de vous partager des conseils, des informations essentielles pour la gestion de votre patrimoine. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre prochain webinaire. La semaine prochaine, on parlera financement avec notre expert de privilège courtage, Michael Huette, qui vous donnera tous ces tips, tous ces conseils pour monter un dossier béton pour votre demande de financement. Voilà, je vous mets aussi le petit lien en commentaire pour vous inscrire dès aujourd'hui. Et puis, vous allez également recevoir à travers un email un lien vers le replay pour vous revoir cette intervention. Et vous aurez également accès à notre replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous contacter. On n'a jamais mangé personne. Hein. Donnez des bons conseils. Mais merci à tous. Avec tout ça, on peut pas passer à côté d'un investissement bien calibré. Exactement. Bon, merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été avec nous ce matin, durant cette pause déjeuner. Merci Mélanie pour cette organisation bien rodée. Et merci Anthony d'avoir partagé ce webinaire avec moi et pour les nombreux éclairages que tu as apportés sur les différents supports qu'on tient à la disposition de nos clients, bien sûr. C'était un plaisir. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et qui nous regarderont après. Voilà. Très belle journée. Belle journée. Bonne journée. Au revoir.